Entretien aujourd'hui dans Smart Tech avec celui que l'écosystème nomme le sage de la French Tech. On verra pourquoi, on verra si c'est vrai aussi sur ce plateau. Bonjour Damien Morin. Bonjour, moi-même je ne sais pas si c'est vrai. Ah voilà, vous nous direz ça. Je précise d'abord, vous êtes le fondateur de la start-up Mobile Club qui est spécialisée dans la location de smartphones d'occasion. La location, c'est quand même pas un modèle très classique pour acquérir son smartphone. Non, bien sûr. C'est un marché assez nouveau en France ? Je dirais oui, nouveau et puis même balbutiant, parce que la location en fait en France c'est moins de 1% du marché actuellement. Quand on a eu l'idée en 2018 de lancer une offre de location, il y avait très peu d'acteurs en fait qui avaient des offres en ligne. Il y a SFR qui a fait des offres dans les alentours, dans les années 2013-2014. Il y a Free qui fait de la location depuis 2012. Mais il y a assez peu d'autres entreprises qui se sont attaquées à cette manière d'acquérir son smartphone. Et alors, c'est quand même différent de ce que proposaient justement les opérateurs à l'époque où Free Mobile n'existait pas encore, à savoir permettre en fait d'acquérir son smartphone en payant chaque mois un abonnement un peu plus cher. C'est pas ce modèle-là que vous copiez. Non, alors c'est assez éloigné de la location, c'était le modèle de la subvention. C'est-à-dire que le smartphone en venait beaucoup plus cher au final. Ah oui, ça c'est sûr. Puis en fait, c'est un modèle qui est un peu révolu, puisqu'en France, il y a maintenant de nombreux particuliers qui sont sur des offres sans engagement, à savoir Free, BNU, Red de SFR et Soch pour Orange, qui du coup n'offrent aucune subvention, vu que le client peut se désabonner n'importe quand. Donc ils offrent plus de subventions sur les téléphones. Et donc du coup, les clients se sont mis à devoir payer plein pot leur smartphone. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a eu une explosion des smartphones reconditionnés. Alors ça a fait baisser quand même les prix des abonnements mobiles, pour plusieurs raisons, pas seulement pour celle-là, mais enfin en tout cas ça les a fait baisser. En revanche, les smartphones, eux, ils continuent de coûter de plus en plus cher. Oui, tout à fait. Les constructeurs ont lancé des offres qui sont maintenant à des prix, des produits à des prix qui sont carrément prohibitifs. Prohibitifs, d'autant plus qu'on parle pas des petites marques qu'on trouve chez vous, Samsung, Apple. Alors nous, on vend les produits les plus communs, communément achetés sur le haut de gamme, puisqu'évidemment le financement a particulièrement d'intérêt sur les produits chers. Donc en effet, sur notre site, vous allez pouvoir trouver toute la gamme Apple, avec d'ailleurs plusieurs générations, puisqu'on va démarrer avec l'iPhone XR, qui est un produit qui a maintenant un peu plus de 5 ans, jusqu'à l'iPhone 13. On n'a pas encore l'iPhone 14 au catalogue, mais ça va arriver dans quelques mois. Et puis sur la gamme Android, on travaille avec la marque Samsung, et on est uniquement sur les gammes haut de gamme de Samsung, à savoir les produits Galaxy, Galaxy S20, S21. Et alors, votre modèle économique, c'est quoi ? Combien ça coûte par mois de louer son smartphone ? Pour le coup, on a un engagement avec vous ? Oui, bien sûr. Alors au début, on a lancé nos offres en 2018 sans engagement. Puis on s'est rendu compte que l'engagement n'était pas très effrayant pour nos clients. Ce qui intéressait nos clients, c'était plutôt la flexibilité dans l'offre. Donc nos clients payent en moyenne 30 € par mois pour un produit qui coûte entre 700 et 800 € d'occasion sur le marché, puisque nous, on travaille uniquement sur des produits d'occasion. Et nos offres incluent une assurance casse et vol en illimité, qui est vendu généralement chez les opérateurs entre 15 et 18 € sur cette gamme de produits. Donc avec une location. Et on s'engage pendant combien de temps ? Et alors, pardon, excusez-moi, je termine sur l'offre. Et donc, dans l'offre, vous avez la flexibilité de changer votre smartphone n'importe quand. Et après 12 mois, vous pouvez le changer même gratuitement. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, vous pouvez bénéficier de nos nouvelles sorties et vous pouvez changer votre smartphone. Du coup, pour parler de l'engagement, pour répondre à votre question, on a un engagement 20 mois sur nos offres qui vous permet, au-delà de 20 mois, de pouvoir vous désengager. Mais même quand vous êtes engagé 20 mois avec nous, vous n'êtes pas engagé 20 mois avec le même téléphone. C'est-à-dire que vous avez quand même la possibilité, comme je le disais, de changer votre téléphone quand vous en avez envie. Et vous dites avec assurance casse vol, ça veut dire qu'il y a un renouvellement rapide si je perds mon téléphone, par exemple ? Oui, alors la perte, malheureusement, elle est couverte par aucune assurance en France et pas la nôtre non plus. Super, on me vole mon téléphone. C'est facile, mais voilà. En revanche, en effet, on couvre le vol et la casse avec une expérience qui est particulièrement exceptionnelle, puisque on n'a pas besoin de réparer votre téléphone. Vous êtes en location. Donc si vous cassez un iPhone 12 bleu 128 Go, moi je vais vous envoyer chez vous un iPhone 12 bleu 128 Go. Ce sera votre nouveau téléphone. Et le téléphone cassé, vous n'avez plus qu'à le remettre dans la boîte du nouveau que vous venez de recevoir. Et c'est fini. Et ça, c'est une expérience vraiment optimale.
Donc l'idée, ce qui vous a motivé pour proposer ces offres, c'est de rendre accessibles des smartphones qui sont à des coûts de plus en plus prohibitifs, vous l'avez dit. Ouais. Mais c'est aussi un modèle, je trouve, qui rejoint pas mal ces aspirations à l'économie circulaire, à moins consommer, moins acheter de neuf. C'est pour ça que vous ne faites que de l'occasion ? Non, on fait que de l'occasion pour pouvoir proposer cette opération de flexibilité, c'est-à-dire pour que les clients puissent changer leur smartphone n'importe quand. Ça, c'était principalement l'objet du service. Moi, je pense qu'il y a des offres de location qui vont arriver sur le neuf. C'est pas moi qui vais les proposer. Ah, et pourquoi ? C'est Apple, c'est Orange, parce qu'aujourd'hui... Vous voulez pas aller les concurrencer sur ce terrain-là ? C'est pas ça, c'est que le financement sur les produits neufs, c'est un métier qui est quasiment bancaire. Il n'y a pas vraiment de marge. Moi, notre innovation, c'est justement d'être capable de trouver des produits d'occasion de très bonne qualité, de pouvoir les proposer à la location à des tarifs qui sont très forts, et puis d'avoir ce fameux service de flexibilité. Aux États-Unis, c'est un bon terrain d'études, on va dire, pour nous. Les États-Unis, c'est 80% du marché qui est en location. Et aux États-Unis, il y a des offres qui sont toutes. Comment vous l'expliquez la différence justement culturelle sur la location ? C'est difficile à expliquer. Je pense qu'aux États-Unis, déjà, ils sont très outillés. Aux États-Unis, il y a le credit score, qui est une note de scoring créée par l'État. Donc c'est assez collaboratif en fait entre tous les établissements financiers, tous les loueurs, et vous avez la possibilité pour n'importe quelle dépense de l'échelonner sur 12 mois, sur 24 mois. En fait, ils sont très très outillés. Et du coup, plus on est riche finalement, plus on a un credit score qui est élevé, plus on va toucher une dette pas chère. Donc en fait, aux États-Unis, un Américain, il a en tête que s'il achète tout à crédit, il va pouvoir consommer beaucoup plus. Et s'il rembourse bien tous ses prêts, il va pouvoir bénéficier de taux d'intérêt très très bas. En France... c'est hyper incitatif. En France, on est plutôt précautionneux par rapport au crédit. En France, les crédits conso... Qui crée de l'endettement. En France, les crédits conso, c'est Sofinco, c'est ce type de marque. C'est des taux d'intérêt qui sont très très chers. Il n'y a pas cette garantie du credit score qu'il y a aux États-Unis, donc il y a beaucoup de fraude. Donc du coup, les financements sont très chers. Et du coup, on est sur des taux d'intérêt à court terme qui vont être autour de 12-13%. Et donc, on dit que c'est pour les pauvres, en gros. Mais c'est vrai que du coup... Il y a une fracture culturelle entre la France et les États-Unis autour du financement. Et comment vous voyez justement les choses évoluer avec votre marque si c'est un modèle économique qui fonctionne, mais qui peut avoir du mal ou prendre du temps, en tout cas, à s'installer en France, est-ce que vous visez plutôt les marchés à l'étranger ? Alors, moi, c'est une start-up, il y a de l'innovation. Déjà, pour commencer, notre innovation, c'est d'avoir créé notre propre credit score. C'est-à-dire que quand vous voulez louer un produit chez Mobile Club, vous allez sélectionner sur le site le produit que vous voulez, puis à la fin, vous allez devoir donner votre document d'identité, vous allez devoir donner 2 moyens de paiement et vous allez devoir donner un justificatif de revenu. Avec tout ça, moi, j'ai recréé en fait un credit score qui nous permet justement de prendre une décision. Est-ce que le client, on aura beaucoup de défauts sur le client ou non ? Est-ce qu'il aura des avantages s'il rembourse bien ? Enfin, s'il paye correctement, pardon ? Comme quoi ? Non, je ne sais pas, vous disiez par exemple aux États-Unis, on pouvait avoir des prix plus intéressants quand on était... Ouais, non, mais là c'est vraiment auprès des établissements financiers. J'ai du mal à imaginer. J'ai du mal à imaginer faire des offres à des prix différents en fonction de la qualité des clients. C'est pas très honnête. Non, juste je voulais, avant qu'on aille plus loin sur votre business model et votre développement d'ailleurs, je voulais juste qu'on clarifie un point. Ouais. Occasion reconditionnée. C'est un vaste sujet. Avant, on appelait ça des téléphones d'occasion, tout le temps. Et puis Back Market est arrivé. Ils ont fait un super travail d'éducation un peu sur le secteur. Et puis c'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup travaillé le mot reconditionné qui implique qu'il y ait eu une manipulation sur le téléphone, on va dire, qui n'est pas forcément hardware, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un composant qui a été modifié sur le téléphone. Donc on n'y a pas forcément changé un écran, une batterie, et ça peut être juste un produit d'occasion, mais qu'on a remis à zéro, on va dire, peut-être d'un point de vue juste software, c'est-à-dire qu'on l'a remis en état d'usine, enlevé toutes les données dessus. Et auquel on redonne aussi une garantie, en général, d'1 an, 2 ans, comme si c'était à nouveau un produit neuf, et sur lequel il y a à nouveau une taxe, une redevance sur la copie privée. Donc, alors non, ça c'est en train de disparaître heureusement sur les produits d'occasion. Oui, mais en tout cas c'est ce qui a été décidé. Est-ce que donc vous n'êtes pas dans ce champ-là ? Alors,
Non. Vous êtes dans le champ, vous, de l'occasion. Moi, ma promesse, c'est de livrer un produit qui est d'occasion, qui est dans un état parfait. Pour ça, évidemment, on travaille énormément avec un gros partenaire qui est au Portugal, dans lequel on va faire les reconditionnements des produits, les réparations, les remises à zéro, les tests de tous les appareils. Donc nous, on a vraiment beaucoup de manipulations sur les produits, à la différence d'ailleurs de beaucoup de sites qui peuvent exister sur le marché. Après, vous refournissez une garantie aussi sur le produit ? Les produits, en effet, sont garantis pendant toute la location. D'accord. Du coup, je sais plus. C'est juste pour qu'on comprenne la frontière, la différence entre le reconditionné, d'offres d'occasion et de reconditionné. En fait, il n'y en a pas. Aujourd'hui, maintenant, on appelle tous les produits d'occasion reconditionnés puisqu'on implique que les produits ont été remis à zéro et qu'ils aient eu une manipulation dessus. Maintenant, nous, ce qu'on préfère, c'est des produits justement qui n'ont pas été modifiés. Je connais ce métier particulièrement bien, je pense qu'on va y revenir dans l'interview. Avant Mobile Club, j'ai monté une boîte qui s'appelle Safe, qui est toujours aujourd'hui le plus gros réparateur de téléphones en Europe. Des téléphones, on en a réparé plusieurs millions entre 2015 et 2017. Donc c'est un métier que je connais particulièrement bien. Un produit neuf, c'est un produit qui est fabriqué de manière quasiment automatisée dans une chaîne de montage en Chine, qui est une salle blanche dans laquelle, pour rentrer dans la salle, il y a un sas. Il n'y a pas une seule poussière qui se balade dans l'usine. On est dans un espace qui est totalement neutre d'un point de vue de l'électricité statique. C'est des espaces qui sont très, très, très protégés pour avoir le moins de bugs possible et d'avoir une qualité la plus optimale au moment de la fabrication. Quand le produit il a été acheté d'occasion, puis peut-être démonté pour changer un composant et puis après remis sur le marché, on ne sait pas dans quelles conditions il a été démonté. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a souvent été démonté dans des conditions qui sont un peu moins optimales que celles du produit neuf. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'acheter des produits qui sont d'occasion, certes, mais qui sont déjà dans une qualité qui est tellement optimale, qui sont tout de suite louables, et des produits qui sont 100% originaux et qui n'ont jamais été démontés. Du coup, on essaye de structurer au maximum un sourcing qui vient d'Apple, puisqu'en fait, le plus gros... C'est-à-dire que vous allez les chasser où, justement, ces smartphones ? Le plus gros récupérateur de téléphones d'occasion au monde, en fait, c'est Apple eux-mêmes. Puisqu'en fait, lors de l'achat d'un nouvel iPhone, Apple offre à leurs clients la possibilité de revenir avec leur ancien appareil et du coup de diminuer tout de suite la facture du nouveau, avec d'ailleurs une expérience d'achat qui est sympa, puisque en fait le vendeur en magasin il va tout de suite récupérer l'ancien, donner le nouveau, et en fait on n'a jamais de moment où on a les deux téléphones et puis on doit le mettre sur le bon coin ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment une expérience qui est très optimale, et du coup Apple collecte comme ça des dizaines de millions, voire même des centaines de millions d'appareils. C'est vraiment énorme les volumes. Et donc Apple bosse avec 3-4 sociétés qui sont qu'on appelle des brokers sur le marché, qui sont des sociétés de multiservices téléphonie à destination souvent des opérateurs américains, souvent des sociétés américaines. Et ces sociétés-là collectent des millions d'appareils, les trient, les gradent, c'est-à-dire leur donnent une qualité cosmétique et les vendent à des plus petites sociétés qui consomment du téléphone d'occasion, comme nous, ou comme d'ailleurs tous les vendeurs que vous voyez sur Back Market. Généralement, ces produits-là viennent de ces circuits. Alors, vous alliez nous parler nous dire quelque chose sur la copie privée. Je vous ai interrompu parce que je voulais qu'on termine d'abord notre explication. Ouais. Donc, vous me dites que ça va disparaître sur les produits d'occasion. Sur les produits d'occasion. C'est... Quelle bataille, dis donc. Quelle bataille, ouais. Alors, j'en ai pas pris part à cette bataille, mais en effet, quelle bataille. Bon, de toute façon, c'était assez stupide comme taxe. En réalité, moi, je pense que le produit d'occasion en France, il devrait être très largement sponsorisé plutôt que taxé. Ouais. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que... Qu'est-ce qui a fait basculer ? Parce que moi, j'en ai eu pas mal des débats ici. Ça s'est quand même signé à l'Assemblée. Le bon sens, je pense. Et en marche arrière. Ouais, le bon sens, je pense. Un produit d'occasion, un produit neuf, c'est un produit qui est vendu par une société américaine la plupart du temps, puisque Apple a repris la distribution de ses propres produits. C'est des produits qui sont fabriqués 100% en Chine et les composants dans les pays voisins de la Chine. Grosso modo, c'est en dehors de la TVA française, il n'y a aucune captation de valeur pour les Français. Alors qu'un produit d'occasion, ça n'a rien à voir. Un produit qui a été acheté et revendu généralement sur le territoire français, manipulé, remis à zéro généralement sur le territoire français, vendu souvent par une entreprise française. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un leader sur le sujet en France qui est Back Market. Et donc, c'est
c'est une filière qui propose à la fois de la valeur et de l'emploi. Évidemment, le produit d'occasion, devrait plutôt être sponsorisé. Il y avait d'ailleurs pas mal d'options pour pouvoir sponsoriser ce produit, comme par exemple la TVA à taux réduite. Mais ça existe d'ailleurs dans le milieu automobile. Dans le milieu automobile, il y a souvent des offres de reprise pour pouvoir justement dynamiser un marché. Oui, là, on n'est pas dans le même secteur. Là, je me désole qu'il n'y ait pas assez peut-être de lobby ou d'acteurs qui poussent l'État à faire ce type de... Là, on touche au secteur de la culture, donc c'est... Oui, pour la copie privée. Oui, plus compliqué. Oui, mais... Alors, on va revenir quand même sur votre aventure entrepreneuriale. Donc, vous venez de lever 8 millions d'euros auprès de 130 business angels. Ça fait beaucoup de gens à aller voir ça et à convaincre. Oui, c'est vrai. Plus, merci la visioconférence. Plus une dette de 5 millions d'euros que vous avez contractée auprès d'Eiffel Investment. Et alors, lors de cette tournée, pour trouver ces fonds, vous avez dit aux Échos que finalement, vous avez senti une fracture presque culturelle avec les fonds d'investissement. Comment vous l'expliquez, ça ? Oui, alors j'ai pas envie non plus de faire trop de bashing autour des fonds d'investissement. On va en recevoir un juste après, d'ailleurs. Ouais, c'est des financements c'est des structures institutionnelles qui sont très importantes pour l'économie start-up. C'est grâce à ce type de fonds qu'on connaît des back market, par exemple. Voilà. Donc c'est évidemment pas vraiment un bashing, mais dans le cas de Mobile Club, on va dire que j'ai 32 ans, c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. Je ne pouvais pas remonter une start-up avec un niveau de risque qui était extrêmement important. Donc, c'était important pour moi de construire une boîte avec un niveau de croissance important, mais qui reste modéré, un niveau de dépenses et de pertes, du coup, chaque année, très modéré pour pouvoir m'assurer aussi d'avoir une certaine rentabilité. Votre et surtout côté sage French Tech. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a titré, on m'a titré de sage, mais peut-être ce discours. Et alors, on pourrait se dire que ça rassure plutôt les fonds d'investissement dans un contexte hyper tendu pour le financement des startups. Eh bien, tout à fait. C'est ce que je m'attendais justement à être bien reçu avec cette forme de sagesse. et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai parlé d'une différence culturelle, mais c'est peut-être pas forcément une différence culturelle, mais c'est une différence peut-être, on va dire, de vision de l'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus en 2014-2015 quand j'ai levé avec ID Invest, avec Save. J'ai vu le marché muter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les fonds, ils ont tendance à chercher des performances exceptionnelles. Beaucoup plus encore qu'il y a 5 ou 6 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de startups, donc ils peuvent être plus sélectifs et chercher les sociétés les plus... Donc ils cherchent l'hypercroissance, c'est ça ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'hypercroissance, ça reste une vaste question. En tout cas, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des cibles qui sont des entreprises qui vont être capables de rendre quasiment la totalité de l'argent du fonds. C'est-à-dire que le fonds va faire un investissement de 10 millions d'euros dans la start-up. Il faut que leur ligne se passe de 10 millions à 300 millions, 400 millions. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchent. Ils appellent ça des fund returners. Ouais. Maintenant, on est une petite société qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on va voir un fonds, dès le premier rendez-vous, on nous dit explique-moi comment tu peux faire une décacorn en 3 ans. Décacorn, c'est une société qui est valorisée plus de 10 milliards de dollars. C'est l'effet pervers de la recherche de la licorne et de la décacorn qui devient un objectif presque... Je ne sais pas si c'est pervers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche des sociétés qui non seulement font de la croissance, mais qui vont littéralement exploser et être capables de rendre... Et donc la gestion d'une start-up comme un bon père de famille, c'est moins vendeur aujourd'hui auprès des fonds. En tout cas, c'est votre perception en ce moment ? Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'ils cherchent des secteurs qui portent des valos qui sont vraiment incroyables. Par exemple, le Web3, l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand on a un métier un peu plus opérationnel comme le nôtre, on est souvent mis un petit peu de côté parce que ça ne paraît pas être un modèle qui permette de monter une boîte qui vaudrait 10 milliards. Voilà. La suite, on verra. Exactement, c'est ce qu'on verra. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en attendant en 2022. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps. Okay. Donc, on va passer très vite sur votre expérience précédente Safe, mais je voulais quand même en parler. Vous l'avez évoqué, c'est spécialiste de la réparation de smartphones. Il y a eu une période très chahutée, très mouvementée, avec un redressement judiciaire. Quelles sont les leçons que vous en avez retenues ? Peut-être
un conseil même que vous pourriez transmettre à ceux qui nous écoutent et qui veulent monter leur start-up? C'est difficile. Hein. On me demande souvent hein, ce que j'ai appris. Quand j'ai monté Save, j'avais 22 ans, j'étais en 4e année d'école de commerce. J'ai fêté mes 25 ans avec un peu plus de 500 employés. Voilà, donc évidemment, j'ai grandi avec cette société. J'ai aussi appris plein de choses. On va dire que Save, c'est une histoire d'une hypercroissance avec des décisions d'investissement qui à chaque fois étaient prises de manière très rapide, avec assez peu de structures financières, etc., comme énormément de startups. Hein, c'est le modèle qui veut ça. Je ne conseillerais pas forcément à des entrepreneurs de ne pas faire pareil, parce que on a quand même réussi à créer le plus gros réparateur de smartphones en Europe. C'est une boîte qui a été revendue à 12 millions d'euros en 2017. Ça aurait pu bien se passer aussi. Hein. Donc c'est aussi comme ça qu'on crée des sociétés qui explosent. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que sur cette deuxième entreprise, je me vois être là sur un peu plus longtemps et j'essaye de construire une boîte qui est un peu plus durable. Merci beaucoup. C'était l'entretien de Damien Morin de Mobile Club. On part en petite pause et puis après on va parler de game business, cette industrie du jeu vidéo.